Sous le soleil du Sahel, un chiffre a renversé l'ordre établi. 15 à 600 prisonniers libérés. Un pari militaire qui défie toutes les certitudes. Quand Ibrahim Traoré transforme ses hommes, marginalisés en soldats, les lignes de sécurité du Burkina Faso se déplacent plus vite que les analyses officielles, révélant un tournant que nul n'anticipait. Que devient l'équilibre du pouvoir lorsqu'une stratégie née dans l'urgence redéfinit la justice, l'autorité et la souveraineté d'un pays en crise? Dans cette décision où la rédemption côtoie le risque, une nation entière joue son avenir immédiat. En 2022, au moment où le Burkina Faso vacillait sous la pression d'insurrections multiples, une promesse implicite s'est imposée. Si une armée née des prisons parvenait à stabiliser le pays, alors une autre forme de justice deviendrait possible. Cette promesse centrale, restaurer la sécurité par une rédemption encadrée, a fourni au public un horizon unique de 10 à 12 mots, mêlant espoir et prudence. La décision d'Ibrahim Traoré n'engageait pas seulement le sort de milliers d'hommes, mais redéfinissait les limites de la souveraineté dans une région où l'ingérence extérieure restait prégnante. Le stake principal tenait dans un équilibre fragile. Réussir signifiait prouver qu'un pays en crise pouvait mobiliser ses propres forces. Échouer signifiait ouvrir la voie à une instabilité encore plus profonde. Au cœur de cette équation, la société burkinabé observait un double enjeu: la possibilité d'une protection retrouvée et la crainte d'une militarisation difficile à contrôler. Chaque avancée sur le terrain transformait cette promesse en test grandeur nature, mesurant la capacité d'un État à se réinventer sous la contrainte. Les premières semaines ont révélé un détail que beaucoup n'avaient pas anticipé. 42%, c'est la baisse enregistrée des attaques contre les civils dans les zones où les nouvelles unités avaient été déployées. Cette chute initiale, encore fragile mais incontestable, a servi de mini-révélation pour comprendre comment une décision jugée risquée pouvait modifier les dynamiques de sécurité en quelques mois. Derrière cette progression, le contexte de 2022 restait pourtant implacable. Un Burkina Faso fragmenté, des portions entières du territoire sous contrôle insurgé, des villes coupées de leurs routes vitales et une population oscillant entre peur et fatigue. Le gouvernement, affaibli et isolé, semblait avoir épuisé ses leviers dits traditionnels lorsque Ibrahim Traoré a choisi de libérer et d'armer 15-600 hommes condamnés pour des délits allant du vol aux violences graves. C'est grave. Plutôt que de miser sur un renfort extérieur ou une stratégie classique, il a misé sur une réserve humaine que personne ne considérait comme un atout. Des hommes brisés, parfois hostiles à l'ordre établi, mais porteurs d'un vécu que les forces régulières ne partageaient pas. Cette approche n'était pas une grâce, mais une reconversion forcée, pensée comme une rédemption utilitaire au cœur d'un pays en crise. À Poé, le centre d'entraînement est devenu le laboratoire silencieux de cette transformation. En quelques mois, d'anciens détenus classés parmi les éléments les plus instables ont été façonnés en unités disciplinées, prêtes à sécuriser des zones où l'armée traditionnelle reculait. Les premières reprises territoriales, environ un quart des zones perdues, selon les données locales, ont surpris autant les observateurs étrangers que ceux qui doutaient de cette armée nouvelle. Pourtant, cette dynamique n'était pas qu'une série d'opérations militaires. Elle reflétait une tentative plus vaste de redéfinition sociale. En intégrant ceux que la société avait rejetés, l'initiative cherchait à montrer qu'un pays peut reconstruire son identité à partir de ses propres marges. Et derrière chaque avancée se posait une question persistante. Cette rédemption militarisée pouvait-elle réellement tenir face à une guerre prolongée ? Au milieu de cette transformation imprévue, une figure discrète s'est imposée comme témoin privilégié. Un instructeur de Poé, ancien sous-officier, chargé de suivre les premières cohortes issues des prisons. Son récit éclaire la transition que beaucoup observaient de loin sans en mesurer la portée.
Lors des premières semaines, raconte-t-il, les hommes arrivaient faits avec une méfiance palpable, conscients d'être perçus comme un pari dangereux. Pourtant, au fil des exercices, une première mutation est apparue. La discipline minimale, pourtant difficile à instaurer dans des groupes hétérogènes, s'est installée plus vite qu'attendu. Un second cas, rapporté par un responsable communautaire d'une zone reconquise, illustre l'impact immédiat de ces nouvelles unités. Dans son village, autrefois contrôlé par les insurgés, les habitants avaient fui, laissant les exploitations et les boutiques à l'abandon. Quelques jours après le déploiement de l'unité locale formée à Poé, les routes ont été sécurisées, permettant aux familles de revenir et aux commerçants de rouvrir leurs étals. Pour lui, la surprise tenait moins à la rapidité du déploiement qu'à l'engagement visible de ces hommes, qui, quelques mois plus tôt, n'étaient que des détenus anonymes. Ces témoignages, modestes mais récurrents, ont forgé une perception nouvelle. La stratégie, aussi risquée soit-elle, produisait des effets tangibles là où les forces classiques n'y parvenaient plus. Les communautés commençaient à constater que l'enjeu ne se limitait pas à la reprise militaire, mais à la possibilité d'un rééquilibrage social né d'une initiative inattendue. Dans une guerre marquée par l'incertitude, cette capacité d'agir rapidement devenait un signal crucial pour un pays à la recherche de stabilité. La séquence qui a redéfini la dynamique du Burkina Faso commence par un déclencheur brutal. L'année 2022, des territoires entiers basculent sous la pression d'insurgés toujours plus audacieux, tandis que les forces régulières reculent face à l'accumulation d'attaques coordonnées. Le climat national se resserre. Les convois sont pris pour cible, les axes stratégiques se ferment, les villages se vident. C'est dans cette atmosphère étouffante qu'Ibrahim Traoré annonce la mesure qui surprend jusqu'aux analystes les plus aguerris. La libération de 600 détenus. Non pas pour les réinsérer, mais pour les transformer en combattants. Ce geste, considéré comme un pari risqué, enclenche la première vague de réaction. Certains y voient une sortie possible de l'impasse. D'autres, un glissement potentiellement incontrôlable. La phase de montée en tension se joue au centre d'entraînement de Poé. Là, les cohortes issues des prisons affrontent un programme accéléré visant à en faire des unités capables d'opérer dans des zones où même des soldats aguerris échouaient. La transformation physique et psychologique se fait dans un silence méthodique. Les rapports, rédigés avec prudence, commencent quand on est à faire état d'un phénomène inattendu. Plus de 85% des hommes complètent la formation avec succès, malgré les conditions difficiles. En parallèle, la situation sur le terrain évolue rapidement. Dans plusieurs zones critiques, les premières unités déployées repoussent les insurgés. Les attaques contre les convois militaires diminuent de 30%, tandis que les agressions visant les civils chutent d'environ 42%. Les routes menant aux zones stratégiques sont sécurisées peu à peu, permettant aux communautés de reprendre une vie minimale. Le contraste est saisissant. Là où des années d'efforts avaient échoué, des hommes autrefois considérés comme perdus réussissent à inverser la trajectoire. Ce renversement devient le cœur de la montée en puissance. Le point culminant apparaît lorsque les nouvelles unités regagnent environ 25% des territoires auparavant perdus. Ce chiffre, modeste en apparence, prend une importance majeure dans un pays où chaque kilomètre repris modifie l'équilibre militaire. Les discours officiels restent prudents, mais les témoignages communautaires affluent. Dans certains villages, les habitants reviennent, après des mois d'exil. Les commerçants rouvrent leurs boutiques. Les leaders locaux saluent une force perçue, non comme extérieure, mais comme composée d'hommes ayant connu souffrance, injustice et marginalisation. Cette légitimité sociale devient un atout imprévu de la stratégie engagée par Ibrahim Traoré, même si ses détracteurs dénoncent une militarisation rapide et une dépendance croissante envers des groupes vulnérables. La phase de résorption ou du champ révèle les premières tensions. Les élites politiques
ébranlés par l'efficacité de cette armée atypique, commencent à exprimer leurs inquiétudes. La consolidation de zones sécurisées crée de nouveaux rapports de force internes. À l'international, l'initiative attire une surveillance accrue. Certaines puissances craignent l'émergence d'un modèle échappant aux influences extérieures. Mais sur le terrain, les résultats demeurent. Les communautés reprennent leurs activités. Les insurgés perdent des capacités de mouvement. La société burkinabé se reconfigure autour d'une force qui, quelques mois plus tôt, semblait improbable. Et dans cet entre-deux fragile, une réalité s'impose. La stratégie née d'une décision extrême devient l'un des pivots de la stabilité naissante du pays. L'efficacité réelle de la stratégie ne peut se mesurer qu'à travers les données recueillies sur le terrain, et 3 indicateurs ressortent comme les plus significatifs pour comprendre l'ampleur du basculement. Le premier concerne la baisse de 42% des attaques visant les civils dans les zones où les nouvelles unités ont été déployées. Ce pourcentage, établi par les autorités locales, traduit une réduction tangible de la capacité opérationnelle des insurgés et révèle que la présence d'anciens détenus formés à Poé modifie immédiatement la dynamique de menace. Dans un conflit marqué par des agressions imprévisibles, une telle chute représente un tournant mesurable, montrant qu'une force née d'un pari extrême peut stabiliser des espaces jusque-là hors de contrôle. Le second indicateur met en lumière la réduction de 38% des embuscades contre les convois militaires. Un résultat notable dans un pays où les routes constituent souvent la ligne de vie des communautés isolées. La baisse des attaques contre les forces régulières indique que les insurgés peinent à maintenir leur zone d'influence et perdent progressivement l'initiative tactique. Cette évolution reflète une capacité accrue de manœuvre pour les unités de soutien, améliorant l'accès à des régions cruciales pour l'approvisionnement et la coordination militaire. Chaque trajet sécurisé devient un micro-levier de stabilisation, capable de rétablir des échanges économiques fragmentés par des années d'insécurité. Le troisième chiffre touche au cœur du dispositif. 25% des territoires perdus ont été repris par les unités formées à partir d'anciens prisonniers, selon les rapports communiqués aux instances nationales. Ce pourcentage illustre la portée territoriale d'une force que les sceptiques jugeaient trop instable pour soutenir une telle responsabilité. La reconquête, bien qu'inégale selon les régions, démontre que la stratégie produit des effets structurels et non de simples succès isolés. Ce mouvement territorial redéfinit l'équilibre entre insurgés et forces pro-gouvernementales, en consolidant des zones où l'État avait presque disparu. Ces 3 indicateurs, civils protégés, convois sécurisés, territoires regagnés, forment la base d'un tableau statistique qui, sans embellir la complexité du conflit, montre une rupture nette par rapport à la situation précédente. Les chiffres ne suffisent pas à garantir une victoire durable, mais ils montrent une trajectoire différente de celle des années ayant précédé l'arrivée d'Ibrahim Traoré, où la perte progressive de contrôle territorial semblait inexorable. Ici, la logique baseline, Delta expose clairement le contraste, une situation initiale critique, suivie d'un infléchissement mesurable à partir du moment où les nouvelles unités entrent en action. Derrière ces données se trouvent des transformations sociales plus difficiles à quantifier mais perceptibles. Les communautés, d'abord sceptiques, interprètent ces résultats comme une preuve que des hommes marginalisés peuvent contribuer à la protection collective. Les leaders locaux, longtemps privés de moyens, soulignent le rôle décisif des unités réorganisées dans la réouverture des marchés, des pistes et des zones agricoles. Cette stabilisation progressive, appuyée par des chiffres concrets, devient un élément central dans la compréhension du modèle mis en place. Une stratégie née dans l'urgence, mais soutenue par des résultats vérifiables. Les débats suscités par l'initiative ont rapidement révélé 2 lectures opposées, chacune s'appuyant sur des éléments tangibles du terrain. Le premier camp, composé d'analystes favorables à la stratégie, avance que l'utilisation d'anciens prisonniers constitue une forme de rédemption active, capable de redéfinir les contours de la gouvernance
et de la justice dans un pays fracturé. Selon eux, les hommes ayant vécu l'oppression, la marginalisation et l'injustice sociale possèdent une connaissance intime de la violence et de ses mécanismes, ce qui en ferait des défenseurs particulièrement déterminés. Les résultats initiaux, baisse des attaques contre les civils, réduction des embuscades et reprise de territoire, sont perçus comme une confirmation de cette intuition. À leurs yeux, ces chiffres démontrent qu'une armée née des marges peut devenir un moteur de stabilisation durable, voire un modèle pour d'autres pays du Sahel confrontés à des crises comparables. Le camp opposé, plus sceptique, met en avant les risques inhérents à une militarisation rapide d'individus vulnérables. Pour eux, transformer en soldats des hommes sans passé militaire, issus de parcours marqués par la violence ou les délits graves, expose l'État à une fragilité interne difficile à contrôler. Ils craignent notamment que cette force nouvelle développe une identité autonome et qu'un déséquilibre politique apparaisse entre les élites traditionnelles et une armée dont la loyauté pourrait évoluer avec le temps. Leur principale inquiétude réside dans la possibilité qu'un dispositif conçu pour répondre à l'urgence de 2022 devienne, à long terme, une source de tension sociale et institutionnelle. Face à ces deux visions, l'analyse fondée sur les données du terrain apporte un éclairage moins polarisé. Les résultats mesurables montrent une amélioration nette de la situation sécuritaire, mais ne garantissent ni la pérennité du modèle, ni son extension sans ajustement. Les témoignages communautaires confirment une perception positive dans les zones stabilisées, tandis que les critiques institutionnelles soulignent des risques non négligeables liés à la dépendance envers une armée atypique. La confrontation entre ces deux positions révèle finalement une réalité intermédiaire. La stratégie est efficace dans l'immédiat, mais son ancrage durable nécessite une vigilance constante et une adaptation continue des structures politiques. Une bascule inattendue survient. Au moment où les nouvelles unités consolident leur première position, un détail jusque-là perçu comme secondaire prend une dimension stratégique. La légitimité sociale accordée à des hommes issus des prisons dépasse les prévisions initiales. Dans les zones reconquises, les habitants signalent non seulement une amélioration tangible de la sécurité, mais aussi une confiance renouvelée envers une force qu'ils considèrent comme aussi enracinée dans leur propre vécu. Cette réception favorable crée un point de bascule qui modifie l'équilibre du conflit. Pour Ibrahim Traoré, cette dynamique représente plus qu'un succès opérationnel. Elle ouvre une fenêtre où la rédemption cesse d'être un principe abstrait pour devenir un outil de cohésion nationale. Les observateurs étrangers, surpris par l'ampleur de ce phénomène, commencent à reconnaître qu'une armée issue des marges peut redessiner les lignes de pouvoir dans un pays longtemps fragilisé. Là où les forces conventionnelles perdaient du terrain, cette armée atypique incarne une forme d'autonomie stratégique que peu anticipaient. Ce midpoint marque aussi un déplacement dans les rapports régionaux. Les voisins, notamment le Mali et le Niger, suivent avec attention l'émergence de ce modèle qui semble briser la dépendance envers des structures extérieures. Dans cette phase centrale du récit burkinabé, l'initiative, née d'un risque extrême, révèle son potentiel à remodeler des dynamiques bien au-delà des frontières nationales. Les conséquences de cette transformation militaire s'observent d'abord chez les populations locales, longtemps prises au piège des violences insurgées. Dans les zones où les unités issues des prisons ont été déployées, les habitants décrivent une amélioration notable de la circulation, la réouverture progressive des marchés et la possibilité de retourner cultiver leurs terres. Le retour des familles dans les villages abandonnés marque une reconstruction sociale progressive, portée par une perception nouvelle. La sécurité n'est plus le produit d'une force extérieure, mais d'hommes ayant partagé les fractures de la société burkinabé. Cette proximité émotionnelle crée un sentiment d'identification que les forces régulières n'avaient pas su susciter. Pour beaucoup, cette armée incarne une dignité retrouvée, une capacité d'agir face à la peur quotidienne.
Du côté des petites activités économiques, l'impact s'étend sur plusieurs niveaux. Les routes et routes autrefois inaccessibles sont sécurisées, permettant aux commerçants de reprendre les échanges entre les villages et les centres urbains. Les convois transportant vivres, matériaux et marchandises circulent avec moins de risques, conséquence directe de la diminution des embuscades observées depuis le déploiement des nouvelles unités. Les marchés locaux, remis en mouvement, deviennent des indicateurs d'une confiance collective en reconstruction. Bien que ces effets demeurent fragiles, ils montrent comment une avancée militaire peut réactiver des circuits économiques essentiels dans un pays marqué par la précarité. Pour l'État burkinabé, l'initiative d'Ibrahim Traoré modifie en profondeur l'architecture du pouvoir. L'armée issue des prisons, devenue symbole de résistance, réduit temporairement la dépendance envers des soutiens étrangers et réorganise les rapports entre les institutions. Les premiers succès sur le terrain renforcent la position du chef de l'État, mais génèrent aussi des tensions internes parmi les élites politiques, inquiètes de voir une force nouvelle s'imposer comme acteur central de la sécurité nationale. La reprise d'environ un quart des territoires perdus constitue un avantage stratégique important, mais soulève également la question de la pérennité d'un modèle fondé sur une mobilisation exceptionnelle. Cette recomposition institutionnelle crée une zone d'incertitude où les alliances, les priorités et les équilibres se redessinent. Enfin, dans la région sahélienne, les voisins du Burkina Faso, en particulier le Mali et le Niger, observent cette transformation avec une attention soutenue. Le modèle burkinabé, né dans l'urgence, montre qu'une force issue des marges peut renverser des dynamiques militaires ancrées depuis des années. Pour certains acteurs régionaux, cette évolution offre une perspective alternative face à l'échec répété des stratégies traditionnelles. Pour d'autres, elle représente un risque d'instabilité si l'armée nouvellement constituée venait à s'autonomiser ou à influencer les équilibres politiques au-delà des frontières. Sur la scène internationale, les puissances extérieures surveillant de près cette évolution, conscientes qu'elle pourrait remodeler les pratiques sécuritaires dans une région longtemps marquée par la dépendance. À travers ces quatre angles, population, économie locale, institutions, régions, se dessine une réalité commune. La stratégie initiée par Ibrahim Traoré ne se limite pas à la lutte militaire, mais restructure les rapports sociaux, politiques et géopolitiques du Burkina Faso. Les mois à venir pourraient entraîner le Burkina Faso dans trois trajectoires distinctes, chacune façonnée par l'évolution des unités issues des prisons et par la manière dont l'État gère les tensions internes. Le scénario optimiste repose sur la continuité des avancées observées sur le terrain. Les nouvelles unités consolident leur position, poursuivent la sécurisation des axes stratégiques et renforcent la confiance des populations locales. L'économie, encore fragilisée, retrouve une respiration minimale grâce à la réouverture des marchés et à la reprise des activités agricoles. Sur le plan politique, les acteurs institutionnels acceptent progressivement l'ascension de cette armée atypique, percevant dans ses succès une opportunité d'unité nationale. À l'international, les réticences persistent, mais la progression tangible limite les risques de pression directe. Dans cette trajectoire, le pays parvient à stabiliser des régions critiques, créant les conditions d'une restructuration plus durable. Le scénario de base, plus nuancé, reflète une stabilisation fragile. Les progrès sécuritaires se maintiennent, mais sans accélération notable. Les tensions entre les élites politiques et les structures militaires issues des prisons demeurent fortes, alimentant des rivalités qui ralentissent la réorganisation institutionnelle. La dépendance à cette armée nouvelle pourrait devenir un enjeu central, tandis que certaines zones rurales peinent aussi à consolider les gains obtenus. À l'étranger, les puissances sceptiques renforcent leur surveillance et pourraient envisager des mesures de pression économique ou diplomatique. Dans ce scénario, le Burkina Faso progresse sans s'effondrer, mais reste vulnérable au retournement soudain. Le scénario pessimiste se concentre sur l'impact potentiel des fractures internes.
La militarisation rapide de milliers d'anciens détenus pourrait accentuer les inquiétudes des élites, entraînant des tensions politiques capables de fragiliser la cohésion nationale. Dans un tel contexte, les insurgés profiteraient des divisions pour regagner certains territoires ou perturber les axes sécurisés. La pression internationale, renforcée par la crainte d'une dérive autoritaire, pourrait ajouter une couche d'instabilité supplémentaire. L'économie, déjà sous tension, subirait de plein fouet les incertitudes institutionnelles, ralentissant les efforts de reconstruction communautaire. Face à ces trois horizons, un cadre de pensée utile pourrait être formulé ainsi. Examinez non pas ce que l'armée issue des prisons accomplit seule, mais ce que l'État peut bâtir autour d'elle pour éviter que ses succès immédiats ne se transforment en vulnérabilité structurelle. Pour ceux qui suivent l'évolution du Burkina Faso à travers les actualités du Sahel, trois formes d'impact émergent selon la position du public face à cette transformation. Pour les citoyens burkinabés de la diaspora, souvent connectés à distance aux réalités du pays, les premiers résultats obtenus par les unités issues des prisons résonnent comme un signe fragile mais réel d'espoir. Beaucoup, habitués durant des années à une succession d'annonces sans effet durable, perçoivent dans les témoignages communautaires et les chiffres de sécurité une possibilité de renouer avec une identité collective mise à l'épreuve. Cette dynamique, même imparfaite, offre un point d'ancrage émotionnel pour ceux qui vivent loin, mais restent profondément liés à leur pays. Chez les observateurs africains extérieurs au Burkina Faso, notamment dans les régions également confrontées à des menaces insurrectionnelles, l'initiative suscite une réflexion plus large. Certains y voient un modèle de résilience endogène, né d'une situation extrême, mais porteur d'une idée centrale, la capacité d'un État à mobiliser ses propres ressources humaines, même issues de trajectoires difficiles, pour reconstruire un équilibre sécuritaire. D'autres restent prudents, soulignant que ce type d'expérience doit être évalué dans sa durée avant d'être transposé ailleurs. Mais la discussion qu'elle ouvre dépasse le seul cadre burkinabé, révélant une interrogation continentale sur les voies alternatives de souveraineté. Enfin, pour le public international, souvent habitué à analyser la région à travers le prisme des engagements extérieurs, cette stratégie bouleverse les cadres d'interprétation. La montée en puissance d'une force née des marges interroge les limites des approches traditionnelles de stabilisation, marquées par la dépendance à des coalitions ou à des soutiens étrangers. Cette initiative rappelle qu'un pays peut tenter de redéfinir ses fondations sécuritaires en s'appuyant sur ses propres contradictions, même si cette tentative implique des risques politiques et sociaux considérables. À travers ces trois regards, une même question traverse les analyses. Ce modèle peut-il inspirer, alerter ou simplement obliger chacun à repenser la manière dont un État affronte l'effondrement sécuritaire, pour que le modèle né de la crise ne devienne ni une dépendance structurelle, ni une source future de tension, une feuille de route graduée s'impose. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré doit orchestrer un ensemble de mesures cohérentes, chacune pensée pour consolider les acquis, tout en réduisant les vulnérabilités internes. Comme première étape, lancer un cadre de réconciliation nationale. Sous la supervision d'un comité indépendant, réunissant représentants communautaires, autorités locales et membres des unités issues des prisons, ce dialogue devrait être engagé au cours des prochains mois. Le critère de mesure serait simple: le nombre de localités ayant organisé une consultation formelle et produit un document de synthèse partagé avec l'État. L'objectif est de réduire les tensions entre les élites et les nouvelles forces qui ont émergé depuis 2022. Comme deuxième étape, ouvrir un chantier de réforme politique et judiciaire. Sous l'autorité du ministère de la Justice, le pays doit établir un dispositif garantissant transparence et responsabilité, afin de prévenir toute dérive institutionnelle.
La progression serait mesurée par l'adoption publique de textes restructurant les mécanismes de contrôle et par la publication régulière de rapports indépendants sur l'usage des forces. Cette étape vise à encadrer durablement le rôle de l'armée issue des prisons. Comme troisième étape, stabiliser l'intégration des unités dans l'appareil sécuritaire. Le ministère de la Défense devrait définir un protocole d'intégration échelonné, permettant d'évaluer la discipline, la formation continue et la coordination avec les forces classiques. Les indicateurs incluraient la capacité opérationnelle sur les axes sécurisés et la consolidation des zones reprises. Cette structuration progressive éviterait qu'un dispositif né dans l'urgence ne devienne un foyer d'autonomisation incontrôlée. Comme quatrième étape, engager une stratégie économique territorialisée. Sous la direction du gouvernement, une priorisation des régions stabilisées permettrait de soutenir l'agriculture, les petites entreprises et les infrastructures. Les résultats seraient évalués selon la réouverture durable des marchés et la circulation des biens essentiels. Ces 4 étapes, articulées autour des acquis militaires et des besoins civils, constituent un socle pour transformer une initiative née de la crise en trajectoire politique maîtrisée.